Et donc, là, aujourd'hui, ouais, grosso modo terminer le cours sur les suites. Il y aura peut-être un dernier truc qu'on verra cet après-midi. Donc, bon, c'est pas la dernière chose qu'on va voir, mais quasiment. Et de toute manière, il n'y aura pas beaucoup d'exos là-dessus. C'est la notion de sous-suite. D'accord. Donc, l'idée, c'est grosso modo, on va prendre une suite et on va garder seulement certains termes, une infinité de termes. Par exemple, imaginons, je prends la suite un égale n carré. Donc la suite, c'est 1, 4, 9, 16, 25, 6 fois 6, 36, 49, etc. Et une sous-suite, ce serait, on va dire, on va éliminer certains termes et on va en garder une infinité. Par exemple, je peux décider de ne garder que les termes pairs, ou bien de garder que les termes impairs, ou encore que les termes qui sont multiples de 3, ou que les termes de rang qui sont un nombre premier, donc le rang 2, le rang 3, le rang 5, le rang 7, etc. On garde seulement certains termes, on en élimine d'autres, mais on garde une infinité de termes et surtout on les garde dans le même ordre qu'ils sont dans la suite. Donc on ne peut pas commencer à mettre les termes dans le désordre, on les garde dans le même ordre qu'ils sont dans la suite, mais on ne les garde pas tous. Donc formellement, ça se définit comme ça. Soit un, une suite, une sous-suite de un est une suite tenue en considérant, enfin, je veux plutôt écrire ça comme ça, d'une suite de la forme Vn, où Vn égale U phi de n, et phi de n dans n est une fonction strictement croissante. Okay, donc, cette fonction phi, c'est une fonction qui prend en entrée un nombre naturel et qui sort un entier naturel, et qui en fait va nous dire dans la sous-suite ce qu'on garde. Donc, la sous-suite Vn, on va avoir V0, son zéroième terme, c'est le terme de rang phi de 0 dans U. Ensuite, V1, donc le rang numéro 1 de la sous-suite, c'est donné par phi de 1. On regarde dans la suite un et on regarde ce qui est au rang phi de 1. V2, c'est U phi de 2, etc. Donc cette fonction strictement croissante phi, elle nous dit quel terme de la suite on garde. Donc vous voyez, les termes de la suite, on les garde dans l'ordre, c'est strictement croissant, donc ça veut dire que phi de 0, il est avant phi de 1 dans les entiers. Donc u phi de 0, dans la suite un, il vient avant u phi de 1 dans la suite. Par exemple, on pourrait dire phi de 0, c'est le rang 2, et du coup, le phi de 1, il doit être après le 2. Donc on va dire, on va garder le 2, et le terme qu'on va garder ensuite, il va être après. Il ne va pas être avant, et surtout, il va être aussi strictement après, donc on ne peut pas prendre plusieurs fois la même valeur. On va les prendre une seule fois à chaque fois. Donc par exemple, on peut considérer phi de n égale 2n. Donc dans ce cas-là, ça nous donne la sous-suite U2n. Donc la sous-suite U2n, son terme de rang 0, c'est U0. Son terme de rang 1, donc je vais écrire
Donc, comme suite, ça fait, on garde le terme de rang 0. Ensuite, on garde le terme de rang 2. On garde le terme de rang 4, de rang 6, etc. Donc ça, c'est une sous-suite. On garde seulement certains termes de la suite dans le même ordre, sans répéter les mêmes rangs. Un autre exemple, on peut prendre phi de n égale n carré. Donc là, la suite un carré, enfin la sous-suite un carré, on garde u0, ensuite on garde u1, ensuite on garde u4, ensuite on garde u9, u16, etc. On oublie tous les autres termes de la suite, on garde que cela et ça nous fait une nouvelle suite. Bon, par contre, quelque chose qui n'est pas un exemple, ce serait phi de n égale quelque chose qui ne serait pas croissant, par exemple 1 plus moins 1 puissance n. Ça, ce n'est pas un exemple. Parce que la sous-suite, ce serait U0. Non, pardon, on commence à U2, ensuite U0. Donc déjà, on voit qu'il y a un problème. Là, on revient en arrière. Ensuite, on remonte, mais on revient encore en arrière, etc. Ça, ce n'est pas une sous-suite. Parce qu'il faut que les termes qu'on garde soient exactement dans le même ordre qu'ils étaient dans la suite avant. Alors que là, on a pris le U2 avant de prendre le U0. Donc ça, ce n'est pas une sous-suite. Un autre exemple qui ne serait pas un exemple serait par exemple phi de n égale n plus moins 1 puissance n. Donc là, on a phi de 0, c'est 1. Phi de 1, c'est 0. Phi de 2, c'est 3. Phi de 3, c'est 3 moins 1, ça fait 2, etc. Ça, ce n'est pas un exemple, parce que ça voudrait dire qu'on prend u phi de n, ça ferait u1, u0, u3, u2, etc. Ça, ce n'est pas une sous-suite. Parce que les termes, on ne les a pas pris dans le même ordre qu'ils étaient dans la suite UN. OK? Est-ce que c'est à peu près c'est clair pour tout le monde cette définition? Avec les exemples? C'est une notion un peu compliquée, mais avec les exemples, on voit à peu près comment ça marche, je pense. OK? Donc voilà, on a vu déjà pas mal d'exemples de sous-suite quand on a fait U2N, U3N, des trucs comme ça. Ah, alors attention, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'il faut que la sous-suite soit strictement croissante? Pas forcément. Ce qui est strictement croissant, c'est l'ordre dans lequel on garde les rangs de la suite. Mais la suite, la sous-suite en elle-même n'est pas forcément strictement croissante. Hein, par exemple, si vous prenez la suite UN égale moins n, d'accord? Ça, c'est une suite. Et vous prenez sa sous-suite Vn égale U2n. C'est une sous-suite, donc c'est juste moins 2n. Les termes, on les garde dans l'ordre strictement croissant. On prend 0, 2, 4, 6, 8, etc. Ça fait que monter strictement. Mais les valeurs de la suite décroissent. D'accord? Et un autre truc que j'ai dit, on ne peut pas répéter des valeurs. Enfin, pardon, on ne peut pas répéter des rangs, mais par contre, les valeurs peuvent se répéter. Vous voyez, par exemple, je prends la suite un constante égale à 1, u2n, ça va toujours faire 1. Donc les rangs, on les prend bien dans l'ordre strictement croissant. Par contre, les valeurs sont croissantes. OK? Faut pas, je sais que ça peut un peu perturber, mais ce qui monte, c'est les rangs dans lesquels on garde les valeurs de la suite. Par contre, les valeurs de la suite elles-mêmes, on ne sait pas comment elles vont varier. Elles peuvent être croissantes, décroissantes, constantes. Ça peut faire n'importe quoi. Parce qu'a priori, on n'a aucune hypothèse sur la suite. Monsieur, OK? Oui?
Est-ce que dans chaque suite, à chaque fois qu'on a par exemple Vn égale U2n, Ouais. est-ce qu'on peut remplacer dans l'expression de UN n par 2n, du coup, comme vous avez fait là ou... Bah, oui, oui, c'est ça. Enfin, vous prenez, je vous donne une suite, si vous voulez, on n'est pas obligé de l'appeler n, hein, le rang, je peux l'appeler k. C'est U de k et vous mettez n égale 2k. C'est exactement comme une fonction. Vous voyez, je vous donne une fonction f de x égale blablabla et je vous demande de me calculer f de 2x. Oui, Bah, comment vous faites? Vous remplacez tous les x par des 2x. Bah, c'est exactement pareil ici. C'est dès que vous avez un n, vous le remplacez par 2n. merci. Ouais. Alors, un exemple que je n'ai pas encore donné, alors ça c'est quoi? UN est une sous-suite de UN. Alors, vous prenez tout simplement phi de n égale n. Ok? Alors, ça peut paraître trivial, mais bon, ça existe. Hein. C'est un peu de la même manière qu'un ensemble est un sous-ensemble de lui-même ou n'importe. Ok? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la définition? Vous voyez à peu près comment ça marche? Donc, je répète, hein, vous gardez certains termes de la suite. Les rangs que vous gardez sont strictement croissants. Par contre, les valeurs de la suite, on ne sait pas ce que ça fait, parce que la suite UN, bah, là, sur l'exemple, vous voyez, la sous-suite, ça peut être n'importe quoi, vu que là, j'ai pris une suite quelconque, et c'est une sous-suite d'elle-même. Okay, on garde les rangs en montant, mais les valeurs, on ne sait pas ce qu'elles font. Ça va? Pas de questions? Bon, c'est comme ça un peu compliqué, je préfère être sûr que tout le monde a bien compris. Bon, une autre chose, c'est que, bon, ça, vous n'aimez pas trop, mais la suite phi de n, ce n'est pas forcément défini par une formule comme ça. Par exemple, je pourrais dire phi de n, c'est le nème nombre premier. Je n'ai pas de formule pour le nème nombre premier, mais ça ferait une sous-suite. De la même manière qu'une fonction f de x, ce n'est pas forcément f de x égale blablabla. On peut définir f de x autrement. C'est juste une petite remarque en passant, mais ça viendra avec l'habitude. Ah, alors, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que je peux réexpliquer le cas 1 plus 1 sur n puissance moins 1? Alors, c'est pas ça que j'ai écrit, c'est 1 plus moins 1 puissance n. Donc, si on calcule 1 plus moins 1 puissance n, on trouve que phi de 0 fait 1 plus moins 1 puissance 0, donc ça fait 2. Ensuite, phi de 1, ça fait 1 plus... c'est celui-là hein, que vous voulez que j'explique? Ou c'est l'autre? Ouais. Donc, phi de 1, ça fait 1 plus moins 1 puissance 1. Donc, ça fait 1 plus moins 1, donc ça fait 0. Ensuite, phi de 2, ça fait 1 plus moins 1 au carré, donc ça fait 2. Phi de 3, ça fait 1 plus moins 1 au cube, donc ça fait 0, etc. Donc les termes de la suite qu'on garderait, ce serait le numéro 2, le numéro 0, le numéro 2 encore, le numéro 0 encore, etc. Et ça, ce n'est pas une sous-suite. Parce que notre fonction phi, là, n'est pas strictement croissante. OK? Par exemple, phi de 0 est strictement inférieur à 1, mais phi de 0 n'est pas strictement inférieur à phi de 1. Hein, je peux vous rappeler hein, la définition de strictement croissant, bon, peut-être ça à connaître, mais je vais être sûr que tout le monde ait bien compris, c'est-à-dire pour tout m, n dans grand N, si m est strictement inférieur à n, ça implique que phi de m est strictement inférieur à phi de n. OK. Je réponds à votre question, je finis juste ce que je dis. Donc là, les termes de la suite ne sont pas dans l'ordre strictement croissant, ce qu'on garderait. Donc on n'appelle pas ça une sous-suite.
Alors, j'ai pas compris le UN, sous-suite de UN, c'est la dernière phrase. Bah, c'est juste un autre exemple de sous-suite. Comme exemple de sous-suite, vous voyez, je peux prendre ma fonction qui me dit quel rang je garde, c'est phi de n égale n. Ça, c'est bien une fonction strictement croissante. Du coup, ça me dit que la suite Vn définie par Vn égale Un, donc c'est juste la suite Un en fait, c'est une sous-suite de Un. D'accord? Donc la suite Un elle-même, c'est une sous-suite de Un. De la même manière que un ensemble A est inclus dans lui-même. Vous voyez, c'est un peu la même chose. OK? Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui ne sont pas complètement clairs? OK. Bon, il faut savoir que ça, il n'y a pas d'exo là-dessus, hein, dans la feuille de TD. Bon, on a vu déjà quelques exos qui parlent de sous-suite un peu implicitement, mais vous voyez, quand on parlait de U2N, U2N plus 1 et tout ça, mais on ne fera pas d'exo plus compliqué que ça là-dessus. Alors, ce qu'on va voir d'abord, c'est une première proposition, soit UN, une suite, et L, c'est soit un nombre réel, soit c'est plus ou moins l'infini. OK. Donc, ce qu'on a, c'est que la suite UN a pour limite L, si et seulement si, donc c'est une équivalence, toutes ces sous-suites ont pour limite L. Donc cette proposition, elle dit quoi? Elle dit que si vous avez une suite, alors deux choses. Primo, si la suite tend vers L, alors toutes ces sous-suites vont tendre vers L. Et réciproquement, ça c'est moins intéressant en fait, si toutes ces sous-suites tendent vers L, alors la suite tend vers L. Alors cette proposition, on se sert souvent de sa contraposée. Enfin, on se sert des deux, hein, mais donc la contraposée de l'implication, si la suite UN tend vers L, alors toutes ces sous-suites tendent vers L. Donc, contraposée de limite de UN égale L entraîne toutes les sous-suites de UN tendent vers L. Alors, attendez, on me demande pourquoi est-ce que je précise l'infini, parce que bah, la limite, soit c'est un nombre réel, soit c'est plus ou moins l'infini. Et les définitions ne sont pas exactement identiques, mais la proposition est vraie quand même. Hein, donc, si la suite UN tend vers un réel, par exemple, imaginons elle tend vers 0, alors toutes ces sous-suites tendent vers 0. Si la suite UN tend vers plus l'infini, alors toutes ces sous-suites tendent vers plus l'infini, etc. Alors, donc on a donc la proposition, c'est une équivalence comme ça. Donc c'est dans les deux sens, hein, que c'est vrai. Maintenant, si on regarde juste cette implication, sa contraposée, c'est un truc qui est intéressant aussi, c'est si, donc ça c'est la proposition, et la contraposée, c'est si deux sous-suites de UN tendent vers des limites différentes, ou si une sous-suite
n'a pas de limite. Alors, UN n'a pas de limite. OK? Ça, c'est la contraposée de la proposition. Donc, étant donné que la proposition est vraie, on va la démontrer, cette contraposée est vraie aussi. Donc, cette contraposée, elle vous dit que si vous avez une suite qui peut être très compliquée et que vous arrivez à trouver une sous-suite qui ne converge pas, enfin qui n'a pas de limite plutôt, ou si vous arrivez à trouver deux sous-suites qui ont des limites mais qui sont différentes, alors c'est que la suite complète n'a pas de limite. Hein, donc par exemple, exemple d'application, vous prenez la suite UN définie par -1 puissance n, OK, et ben, vous prenez ces deux sous-suites U2n, c'est la suite constante égale à 1, sa limite c'est 1, alors que la sous-suite U2n plus 1, c'est la suite constante égale à -1, et celle-là, elle tend vers -1. Donc vous avez trouvé deux sous-suites qui ont une limite, mais ces limites sont différentes. Donc, c'est que la suite UN ne peut pas avoir de limite. C'est la contraposée de la proposition qui est là. OK? Est-ce que ça va, c'est clair pour tout le monde? Petit sondage. Bon. Alors, cet exemple, vous allez me dire, on l'a déjà fait, on a montré à la main que cette suite ne convergeait pas, et puis on a fait un exo dans le TD qui disait que bah, si U2n et U2n plus 1 tendent vers des limites différentes, c'est que UN n'a pas de limite. Mais vous voyez que cette proposition, elle est beaucoup plus générale que ça. Parce que par exemple, je pourrais prendre pour suite UN, la suite, bon, allez, pour faire une suite réelle, on va dire la partie réelle de exponentielle pi sur 3. OK. Ou alors, allez, on va faire pi sur 6. Bon. Donc la partie réelle de l'exponentielle pi sur 6, bah, la suite U6n, il manque un n, bien sûr. La suite U6n, c'est la suite constante égale à -1, si pas de bêtises. Non, c'est pas ça. La suite U12n, c'est la suite constante égale à 1. Alors que la suite U12n plus 6, c'est la suite constante égale à -1. OK? Ça, c'est racine primitive 12e de l'unité. Vous mettez à la puissance 12, ça fait 1. Vous mettez à la puissance 12, enfin, vous mettez à la puissance 6, ça fait -1, et c'est invariant par modulo 12. OK? Et donc là, vous avez trouvé deux sous-suites U12n et U12n plus 6 qui ont des limites différentes. Donc, c'est que cette suite n'a pas de limite. OK? Et bien sûr, on pourrait refaire une proposition en disant, comme on avait fait dans le TD, alors si on a une suite telle que U12n et U12n plus 1 et U12n plus 2 et U12n plus 3, etc. ont la même limite, alors ça la met. Et sinon, alors c'est que ça n'a pas de limite. Mais bien sûr, on ne va pas s'amuser à faire ça bah, pour tous les modulos possibles. Et puis, si jamais les suites, là, ce n'est pas juste des modulos, mais c'est plus compliqué, il faudra encore faire autrement. Bah, là, avec cette proposition, on a un truc général qui marche à tous les coups. Vous voyez? On n'est pas obligé de s'embêter à le refaire à chaque fois, comme je vous avais demandé de refaire dans le DM, etc. Ça va, ces exemples? Donc
Donc, ce truc-là, c'est un truc plus général que ce qu'on a fait en TD et puis ce que vous aviez dû faire dans le DM. Je ne sais plus lequel, le 6e ou le 7e. OK. Bon, on va démontrer cette proposition. Preuve. Bon, c'est une double implication, c'est une équivalence, hein. Donc, il faut montrer d'une part que si la suite UN a pour limite L, alors toutes ces sous-suites ont pour limite L, et réciproquement que si toutes les sous-suites ont pour limite L, alors UN aussi. Alors, il y a une des deux implications qui est évidente. Qu'est-ce que j'ai marqué comme exposant à l'exponentielle? C'est, je vais le réécrire plus gros, n, i, pi sur 6. Bon, donc je disais, il y a une des deux implications qui est évidente, c'est que si toutes les sous-suites ont pour limite L, alors UN a pour limite L. Okay, c'est l'implication comme ça. Bon, ça pourquoi? Parce que UN elle-même, c'est une sous-suite de UN. Donc, si toutes les sous-suites ont pour limite L, alors en particulier, la suite UN, qui est une sous-suite de UN, a pour limite L. Donc, supposons, on va l'écrire, hein, supposons que toutes les sous-suites de UN ont pour limite L, alors, comme UN est une sous-suite de UN, on en déduit que UN a pour limite L. Ce n'est pas une implication très intéressante. Mais bon, c'est une équivalence, donc tant qu'à faire. Ça va, ça? Pas de questions? Non? Voilà, donc bon, ça c'était facile. Maintenant, il y a l'autre implication. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est même beaucoup plus compliqué, parce que là, c'était vraiment trivial. Donc, soit UN, une suite. Supposons que limite de UN, c'est L. Et montrons que toutes les sous-suites de UN ont pour limite L. Donc, pour faire ça, on va prendre une sous-suite quelconque de UN et on va montrer qu'elle a pour limite L. Bon. Et là, ce sera plus compliqué que ce qu'on a fait en TD parce que la sous-suite, si vous vous rappelez de la définition, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une fonction, la phi, qui est strictement croissante, et la sous-suite, c'est ça. Mais cette fonction phi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément une expression facile du style 2n ou 3n plus 1. Ça peut être phi de n, c'est le nème nombre premier. Ou phi de n, c'est le nème nombre que quand on l'écrit en français, il y a un x dans l'écriture. Donc ça ferait 6, 10, 10, 17, 18, etc. Vous voyez? Il n'y a pas une formule simple pour ce nombre. Ça peut être un truc assez compliqué tant que c'est strictement croissant. Donc on ne peut pas, en TD ou dans le DM, dire on va trouver explicitement le rang grand N à partir duquel, machin. Donc il faut réfléchir un petit peu plus. D'accord?
Bon, traitons le cas L réel, le cas L égale plus ou moins l'infini est presque identique. Alors, vous allez voir la démonstration, l'adapter pour le cas plus ou moins l'infini, c'est presque immédiat. Bon. Alors, on veut montrer quoi? On veut montrer que si on prend une sous-suite de un, elle a pour limite L. Donc soit u phi n de n, une sous-suite de un, où phi de n dans grand N est une fonction strictement croissante. OK? Donc, encore une fois, la fonction phi peut être très compliquée. Et on veut montrer que, bon, j'écris tous les détails, si, je veux dire, si c'était une démonstration que j'écrivais pas juste pour faire court, j'écrirais pas autant de choses, hein, bien sûr. Là, je me répète beaucoup. On veut montrer que la limite de u phi de n égale L. D'accord? Donc là, on n'a aucune information sur la suite un. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle tend vers L. On n'a aucune information sur phi, on sait juste qu'elle est strictement croissante. Tout ce qu'on peut faire, c'est revenir à la définition. Donc, on prend epsilon strictement positif. On cherche un rang grand N tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, la valeur absolue de u phi de n moins L soit inférieure à epsilon. OK? C'est comme d'habitude, hein, on veut montrer que la limite c'est L. On retourne à la définition parce que bah, là, on va pas, je vois pas, on n'a pas de théorème des gendarmes ou quoi que ce soit, on ne sait rien sur la suite UN, donc on n'a pas le choix. On retourne à la définition. Bon. Jusque-là, ça va pour tout le monde. Ça, c'est le gros problème des cours en ligne, hein. Je ne peux pas voir si, si vous êtes complètement perdu ou si ça va à peu près. Bon. Donc on cherche notre rang grand N, et c'est le rang grand N pour la suite phi de n. C'est-à-dire, ce n'est pas le rang grand N de un, c'est le rang grand N qu'on garde. Donc si on reprend notre exemple, par exemple sur cet exemple-là, tel que si n est supérieur à grand N, alors u de n moins L est inférieur à epsilon en valeur absolue. Et non pas un moins L est inférieur à epsilon en valeur absolue. Donc nous, ce qu'on sait, on sait qu'il existe, et je vais faire comme d'habitude, je vais mettre des primes pour pas qu'on confonde, qu'il existe un rang grand N prime tel que pour tout n prime supérieur ou égal à grand N prime, la valeur absolue de un prime moins L est inférieure à epsilon. Donc, ne vous embrouillez pas. Hein. De toute manière, j'écris bien à chaque fois. Ça, c'est ce qu'on veut montrer. Ça, c'est ce qu'on cherche. Ça, c'est ce qu'on sait. Donc, lui, on le connaît. On connaît un rang grand N prime tel que, pour tout n prime supérieur à n prime, un prime moins L est inférieur à epsilon. Donc, lui, on le connaît, et lui, on le cherche, le rang grand N. OK, donc il faut le trouver. Et comme phi de n n'est pas donné par une formule facile,
bah, on ne peut pas commencer à s'en sortir en disant: «Ah, on va prendre la partie entière de je ne sais pas quoi, et machin». Il faut utiliser la seule chose qu'on connaît, à savoir que la fonction phi est strictement croissante. Bon. Donc là, je vais écrire un petit lemme dont on va se servir. Donc un lemme, c'est la même chose qu'une proposition. C'est juste c'est une proposition qui sert à démontrer une autre proposition. D'accord? Donc on va temporairement se préoccuper juste de ce lemme-là. C'est une nouvelle proposition. Et on va s'en servir pour démontrer la proposition qu'on est en train de faire. OK? Donc soit phi de grand N dans grand N, une fonction strictement croissante. Alors, pour tout n dans grand N, phi de n est supérieur ou égal à n. Ça, c'est un truc qui n'est pas vrai pour une fonction de la variable réelle à valeur réelle. Hein. Vous pouvez avoir une fonction strictement croissante telle que f de x n'est pas supérieure à x. Mais dans les entiers, c'est le cas. Alors, si vous avez une fonction strictement croissante, alors elle est toujours supérieure ou égale à n. La preuve est assez facile. C'est par récurrence, tout simplement. Par récurrence. Donc, soit Pn, la proposition phi de n est supérieure ou égale à n. OK. On va tout faire, hein, l'initialisation. Comme phi de n, phi de 0 est un entier naturel, on a bien phi de 0 supérieur ou égal à 0. Okay, un entier naturel est positif, en définition. Et pour l'hérédité, supposons que phi de n est supérieur ou égal à grand N pour un rang grand N. J'arrive, hein, je vois qu'il y a une notification, mais je finis juste d'écrire ma phrase. Fixé, montrons que phi de n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que j'ai marqué en rouge? C'est un lemme, LE 2ME. Donc, comme j'ai dit, c'est une proposition qui sert à démontrer une autre proposition. Okay, c'est des mots compliqués, hein. C'est comme théorème. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est juste une proposition, mais qui est importante. Et là, lemme, c'est une proposition qui sert à démontrer. OK? Bon, donc on suppose que phi de n est supérieur à grand n pour un rang fixé, et on va montrer qu'au rang suivant aussi. Bon, ça c'est bien, dans les DM, maintenant il n'y a plus personne qui a écrit supposons que c'est vrai, quel que soit grand n. Donc c'est bien. Donc on va montrer que phi de n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Bon, nous, tout ce qu'on sait, c'est que la fonction phi est strictement croissante. Donc, comme phi est strictement croissante, bah, on a n strictement inférieur à n plus 1, donc phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1. Alors, pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. Donc, phi de n plus 1 est strictement supérieur à phi de n, qui par hypothèse de récurrence est supérieur ou égal à grand N. OK.
Et puis maintenant, bah, vous avez un entier. Donc ça, c'est un entier. Ça, c'est un entier. Si vous avez un entier qui est strictement supérieur à un autre, bah, c'est que cet entier, il est supérieur ou égal à l'entier suivant. Hein, il n'y a rien entre les deux. Il ne peut pas être égal à n plus 1/2 ou je ne sais pas quoi, ce ne serait pas un entier. C'est au moins égal à n plus 1, vu que c'est strictement supérieur à grand N. Donc phi de n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1, parce que ce sont des entiers. OK? Et donc, par récurrence, si vous avez une fonction strictement croissante, qui part des entiers qui va dans les entiers, alors phi de n est supérieur ou égal à n. OK? Donc faites attention, hein, j'ai utilisé à la fois que la source c'est les entiers et que le but c'est les entiers. Hein. La source c'est les entiers, bah, c'est la récurrence. Si c'était les réels, on ne fait pas une récurrence sur les nombres réels, ça n'existe pas. Et ici, si ce n'était pas les entiers, je ne pourrais pas dire que si je suis strictement supérieur à n, alors je suis supérieur ou égal au suivant. Parce que si vous avez un réel qui est strictement supérieur à x, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur ou égal à x plus 1. Par contre, pour les entiers, c'est vrai. OK? Est-ce que cette proposition, c'est bon pour tout le monde? Enfin, ce lemme, du coup. Bon, toutes les personnes qui ont répondu oui. Les autres, n'hésitez pas. Hein. Bon, d'ailleurs, ce lemme, hein, vous pouvez le garder dans un coin de votre tête, c'est souvent utile. Hein, si vous avez une fonction strictement croissante des entiers dans les entiers, alors elle est supérieure ou égale à n. OK? Ah. Non, pardon. J'ai écrit car ce sont des entiers. Voilà, j'écris pas très bien avec ma tablette, mais j'en ai une nouvelle qui devrait arriver bientôt, mais je ne l'ai pas encore reçue. Voilà. Attendez. Phi de 0 appartient à n. Bah oui, parce que phi, c'est une fonction des entiers dans les entiers. Là, la fin, bah ça y est, ça c'est la fin. Voilà. Alors, quelqu'un me demande en privé, pourquoi est-ce qu'on peut dire que si c'est supérieur à n, alors c'est supérieur à n plus 1? Bah, c'est parce que dans les entiers, vous voyez, je peux faire un dessin si vous voulez. Ce n'est pas une démonstration hyper rigoureuse, mais tant pis. Si vous avez n qui est là, et que vous savez que phi de n est strictement, pardon, phi de n plus 1 est strictement supérieur ou égal, non, pas égal justement, est strictement supérieur à n, d'accord? Bah, il va au moins être égal à n plus 1. Il ne peut pas être ici entre les deux, entre n et n plus 1. Parce que comme c'est un entier, il n'y a aucun entier qui est entre n et n plus 1. Donc s'il est strictement plus grand que n, il va au moins être égal à n plus 1. Okay. Oui, oui, je me sers vraiment du fait que c'est strict ici. D'accord? Ça ne marche pas pour les fonctions qui sont juste croissantes. Une fonction qui est juste croissante,
Par exemple, une fonction constante est croissante. Et une fonction constante, si u de n c'est 0, ce n'est pas toujours supérieur ou égal à n. Il faut vraiment se servir du fait que c'est strictement croissant. Ça va? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce lemme? Tout est clair? Ok. Bon, n'hésitez pas. Là, on arrive aux démonstrations plus compliquées. Donc, ouais, il faut peut-être un petit temps d'adaptation, je sais pas. Bon. Donc, on revient à nos moutons. Donc là, c'était un petit interlude sur ce lemme. Maintenant, on retourne ici. On sait que il existe un rang n', tel que pour tout n' supérieur à n', un' moins L est inférieur à epsilon. Et on veut chercher un rang grand N, tel que pour tout n supérieur à grand N, u phi de n moins L est inférieur à epsilon en valeur absolue. Et maintenant, on va utiliser ce lemme qui nous dit que phi de n est supérieur à petit n. Donc, je vais essayer de tout garder sur le même tableau. Le rang grand N qu'on va trouver, c'est tout simplement le rang n'. On choisit grand N égale n'. Alors, pour n supérieur ou égal à grand N, nous, ce qu'on veut, c'est que u phi de n moins L soit inférieur à epsilon. Et ce qu'on sait, c'est que si on a un rang n' qui est supérieur à n', alors un' moins L est inférieur à epsilon. Et ce qu'on a, c'est que n', on va prendre phi de n, donc le nème terme de la suite de la sous-suite, il est supérieur ou égal à n, qui est supérieur ou égal à grand N, okay, par hypothèse. Donc, on a bien que u phi de n moins L, c'est, comme j'ai défini n' égale phi de n, c'est bien un' moins L. En utilisant le fait que n', donc n' c'est phi de n, c'est supérieur ou égal à grand N, qui est n', c'est la même chose hein, par définition. Ça, c'est bien inférieur à epsilon. Et là, on a terminé. On a pris un epsilon quelconque. On a bien trouvé un rang grand N, tel que, pour n supérieur à grand N, u phi de n moins L est inférieur à epsilon. D'accord? Ce rang grand N, c'est le rang n' dont on sait qu'il existe pour un. Hein, donc, conclusion, on a bien limite de u phi de n égale L. On a pris un epsilon quelconque et on a trouvé un rang grand N à partir duquel u phi de n moins L est inférieur à epsilon. Donc, si on avait, imaginons notre sous-suite la suite u phi de n, c'était u2n. Ce qu'on serait en train de dire, c'est que 2n, c'est toujours supérieur à n. Okay, là, c'est clair, hein, je n'ai pas besoin du lemme pour le dire. Et on sait qu'il existe un rang grand N à partir duquel un moins L est inférieur à epsilon. Et ce que je dis, c'est que si n est supérieur à grand N, alors 2n est supérieur à grand N aussi. Et du coup, u2n moins L va être inférieur à epsilon aussi. J'applique ça à n' égale phi de n.
et je sais que phi de n est supérieur à n'. Voilà, je vous laisse un peu relire tout ça. Je peux revenir sur chacune des étapes. Voilà, je peux lisez un peu ça et puis essayez de voir si vous avez tout bien, si tout est clair. Monsieur, Oui, comment on a trouvé petit n' égale phi de n? c'est moi qui l'ai. Ah, vous l'avez posé comme ça. Ouais, j'ai dit, je veux. Ce que je sais, c'est ça. C'est si j'ai n' qui est supérieur à grand n', alors un' moins L est inférieur à epsilon. Donc je veux l'appliquer à un n' qui me convient. Donc je dis, bah, je prends le n' égale phi de n. Et ce n' là, il vérifie bien n' supérieur à grand n'. Là, c'est la preuve, parce que n' c'est phi de n, c'est supérieur à n. Par hypothèse, c'est supérieur à grand n. Et grand n, j'ai pris égal à n'. Donc j'ai bien un rang n' qui est supérieur à grand n'. Donc je peux bien appliquer ce qui est ici. U de n' moins L inférieur à epsilon. D'accord, merci. Alors, quelqu'un me dit, j'ai pas compris la dernière implication. Laquelle? Celle-là, ici? Oui. Attendez, je finis ça et puis je réponds à l'autre question. Donc, ce qu'on sait, c'est que si j'ai n' supérieur à grand n', alors un' moins L inférieur à epsilon. Ben, je vais appliquer ça à n' égale phi de n. Donc, il faut que je montre que ce n' là est supérieur à grand n'. Bon. Ben, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on sait que phi de n est supérieur à n. Et donc, si je prends n supérieur à grand n qui est n', alors ce n' là sera supérieur à grand n'. Donc, je peux appliquer cet énoncé-là universel qui est que si j'ai n' supérieur à grand n', un' moins L est inférieur à epsilon. Donc, c'est ça, ce truc-là. Comme j'ai n' supérieur à grand n', je sais que ça, c'est vrai. Et maintenant, je remplace n' par sa valeur qui est juste phi de n. Donc, ça fait u phi de n moins L inférieur à epsilon, ce qui était ce qu'on voulait. Ça va? Oui, non? Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé en privé, est-ce que phi c'est une fonction? Oui, phi c'est une fonction. C'est quelque chose qui prend un entier et qui sort un entier à la place. Alors peut-être vous avez appelé ça même une application, c'est-à-dire une fonction qui est définie sur son ensemble de départ. Bon, je reprends peut-être une dernière fois le raisonnement parce que je sais que c'est un peu compliqué. Donc, alors, je vous rappelle l'objectif. Pour epsilon strictement positif, on veut qu'à partir d'un certain rang grand n, u phi de n moins L soit inférieur à epsilon. Par hypothèse, comme la limite de un c'est L, on sait qu'il existe ce rang grand n', tel que si n' est supérieur à grand n', alors un' moins L est inférieur à epsilon. Donc ça, je sais que c'est vrai. Et du coup, comme c'est quasiment ce que je veux démontrer, je veux l'appliquer à n' égale phi de n. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse. Quelle est la condition sur petit n pour que phi de n soit supérieur à grand n'? D'accord? C'est exactement ce qu'on avait fait quand on avait 2n, etc. On voulait une condition sur petit n pour que 2n soit supérieur à grand n. Et on avait dit, bon, on prend la partie entière, blablabla. Là, on ne sait pas trop quelle est la tête de phi de n, donc il faut travailler plus. Et donc, ce qu'on dit, c'est que, bon, dans le pire des cas, si je prends n supérieur à grand n', alors phi de n sera supérieur à grand n', parce que phi de n est supérieur à n.
Hein, peut-être qu'on va trop loin, peut-être qu'on pouvait faire mieux, mais peu importe. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un truc d'existence. On ne veut pas tous les rangs grand N tels que ça soit vrai. C'est juste, on en veut un. Et en faisant le raisonnement qu'on a fait, le mieux qu'on arrive à faire, c'est grand N'. Donc pour appliquer ce résultat UN'-L inférieur à epsilon à phi de n, on dit que si phi de n est supérieur à n', alors on peut l'appliquer. Et ce qu'on sait, c'est que phi de n est supérieur à n, donc à partir du rang n égale n', on aura bien ce qu'on veut, à savoir UN'-L inférieur à epsilon, c'est-à-dire u phi de n moins L inférieur à epsilon. Alors, est-ce que ça vous paraît clair tout ça, ou est-ce qu'il y a encore des points un peu compliqués? Bon, ce qu'on va faire, vu que là c'est une séance qui est un peu... Bon, on voit des choses beaucoup plus compliquées que d'habitude. On va faire une petite pause de 2-3 minutes. D'accord? Bon. En général, j'essaie de faire des pauses quand j'ai des cours de 2 heures, mais j'oublie régulièrement. Donc on va faire une petite pause, parce que 2 heures non-stop, c'est long. Alors, donc maintenant, ce qu'on va voir, cette partie sous-suite, c'est un théorème. Bon, qui est dans la démonstration est assez compliqué. Je ne sais pas si ça va nous prendre toute l'heure, mais pas loin. Bon, on a décidé que, vu le contexte Covid, etc., la démonstration ne serait pas au programme, parce qu'effectivement, elle est assez compliquée. Mais quand même, bon, vous êtes en licence maths, un jour, ça vous servira de savoir faire tout ça. Donc, on va quand même la voir. Donc, ce théorème, c'est le théorème qui s'appelle le théorème de Bolzano-Weierstrass. Je vais essayer d'écrire proprement. D'accord. Donc, c'est un théorème qui... Ah, il y a une question. Je lui dis à l'oral, à quoi ça servirait d'écrire en parenthèse que c'est pas au programme. Donc, vous avez ce théorème de Bolzano-Weierstrass. Alors, attention, ce qui n'est pas au programme, c'est savoir refaire la démonstration. Le théorème lui-même est au programme. Et encore une fois, maintenant, je vais être honnête, il faut arrêter de réfléchir en termes de qu'est-ce qui est au programme, qu'est-ce qui n'est pas au programme. Hein, vous avez une licence qui va durer 3 ans. Peut-être qu'on ne va pas vous demander à l'examen, là, en janvier, la démonstration de ce théorème, mais quand vous arriverez en L3, si vous ne savez pas redémontrer ça, il y aura un problème. Bref. Donc, ce théorème, bon, il a l'air de ne pas être très compliqué, mais en vrai, ce n'est pas si évident que ça. C'est la chose suivante. Tout de suite, borné admet une sous-suite convergente. Donc, en d'autres termes, donc je vais redire la même chose que je viens d'écrire là avec la phrase, mais avec des symboles. En d'autres termes, si
UN est une suite telle que il existe M, grand M, des réels, tels que pour tout n dans grand N, M est inférieur à UN est inférieur à grand M. Alors, il existe une sous-suite U phi de N telle que la limite de U phi de N, c'est L appartient à grand R. OK? Bon. Ce théorème, il n'a pas l'air de grand-chose comme ça, mais il faut vous dire que la suite, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est bornée. Ça peut vraiment être quelque chose de très compliqué. Hein, vous pensez peut-être à des choses simples comme une suite constante ou moins 1 puissance n. La suite UN, ça peut être vraiment un truc horrible. Par exemple, UN égale cosinus n. D'accord? Donc, vous tracez le graphe de la fonction cosinus. Vous pouvez essayer de le faire sur un truc graphique, je ne sais pas quoi. Donc, la fonction cosinus, comme ça, hop, je dessine très mal. Et vous prenez tous les trucs entiers. Voilà, bon. Par ici, par là, etc. Et vous voyez, ça oscille n'importe comment. Cette suite n'a pas de limite, hein, on ne va pas le démontrer, mais elle n'a pas de limite. Mais comme elle est bornée, vous savez que cosinus n, c'est toujours compris entre -1 et 1, vous savez qu'il existe une sous-suite qui va être convergente. Donc on va pouvoir garder certains termes de manière à pouvoir converger vers quelque chose, vers une certaine limite qui va être entre -1 et 1. Okay, alors que la suite, là, elle est vraiment horrible. Hein. Enfin, ça oscille n'importe comment. Je pense que ça prend toutes les valeurs possibles entre -1 et 1. Non, ça ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles, je dis n'importe quoi, mais ça va prendre une infinité de valeurs entre -1 et 1. Ça va quasiment recouvrir tout l'intervalle. Hein, bon, on n'a pas vu ce que c'est, mais c'est qu'elle va être dense dans l'intervalle. C'est-à-dire, si on essayait de le dessiner, on ne pourrait pas faire mieux que dessiner tout l'intervalle. Mais quand même, il va exister une sous-suite qui va converger. Bon, bien sûr, je ne peux pas décrire cette sous-suite. Je ne peux pas l'écrire. Le théorème, c'est juste un théorème d'existence. Ça ne nous dit pas comment construire cette sous-suite. Bon, en fait, plus ou moins, quand on va avoir démonstration, ça va plus ou moins nous dire comment, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à la main ou même avec un ordinateur, parce qu'il faudrait connaître toutes les valeurs de la suite. Et on ne peut pas vraiment connaître toutes les valeurs de la suite. Mais ça va exister. OK ? Donc, ce n'est pas un théorème qui est si évident que ça. Un autre exemple pour vous montrer à quel point ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous prenez UN, c'est le chiffre des unités du nème nombre premier. D'accord? Donc, vous regardez tous les nombres premiers qui existent dans l'ordre et vous regardez son chiffre des unités. Donc, le premier U1, c'est 2, parce que le premier nombre premier, c'est 2. Ensuite, U2, bah, c'est 3. Ensuite, c'est 5. 4, c'est 7. Ensuite, U5, c'est quoi le nombre premier suivant? C'est 11, donc on remet un 1.
U6, c'est 13, donc on met 3, etc. Bon, cette suite, elle fait n'importe quoi, hein. Les nombres premiers, il n'y a pas vraiment de motif clair. Mais ces chiffres, bah, ils sont tous entre 0 et 9. Et on va pouvoir garder seulement certains des termes de la suite et trouver quelque chose qui va converger. OK? Alors que cette suite fait vraiment, elle part dans tous les sens. Vous voyez? Donc c'est pas un théorème qui est évident du tout. Alors est-ce qu'avant qu'on passe à la démonstration, c'est à peu près clair ce qu'il veut dire ce théorème pour tout le monde? Hein, je répète, hein, si vous avez une suite qui est bornée, c'est-à-dire qui est toujours comprise entre deux valeurs, pensez par exemple à cosinus n qui est toujours entre -1 et 1, hein, ça c'est une suite bornée, alors vous pouvez extraire une sous-suite, c'est-à-dire garder seulement certains termes dans l'ordre, tel que ça converge vers une valeur que vous ne connaissez pas, hein, cette limite. Vous ne connaissez pas non plus comment extraire la sous-suite, mais ce que vous savez, c'est que ça va exister. Bon. Alors, passons à la démonstration. Donc, comme j'ai dit, donc, tout ce que j'ai dit, hein, c'est qu'à l'examen, on ne vous demandera pas de redémontrer ce théorème. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le connaître, etc. Et puis, c'est un théorème qui sert beaucoup en analyse. Donc, ce théorème, en tout cas, il faut connaître son énoncé, au moins, strict minimum. Et bon, on va voir la démonstration, mais il faudra bien la connaître. Alors, on me demande, est-ce qu'on aura une seule sous-suite qui converge? Non, pas forcément. On peut en avoir plein. Hein, parce que, du coup, cette sous-suite U de n, elle converge vers L. Donc, toutes ces sous-suites à L vont converger vers L. Hein, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais imaginons que vous avez une suite bornée et vous trouvez que la sous-suite U de n converge vers une certaine limite L. Bah, du coup, vous pouvez prendre n'importe quelle sous-suite de U de n. Donc, prenez la suite UN, vous gardez que les termes pairs, et ça converge. Bah, ensuite, vous pouvez encore éliminer des termes dans les termes pairs, ça va toujours converger. Par exemple, on va dire, bah, on va garder que les termes qui sont des multiples de 4. C'est une sous-suite de la suite obtenue en regardant que les termes pairs. Et ben celle-là, elle va converger aussi. Bon, deuxième chose, c'est possible aussi qu'il existe plusieurs sous-suites qui convergent vers des limites différentes. Hein, pensez à UN égale -1 puissance n. Cette suite est bornée, donc elle admet des sous-suites convergentes. Ces sous-suites convergentes, ici, on peut les décrire explicitement. Enfin, on peut en décrire explicitement certaines. Par exemple, U2n va converger vers 1, ou U2n plus 1 va converger vers -1. Et vous voyez, ce n'est pas forcément la même limite L. OK? Là, cette suite cosinus n, en fait, on peut démontrer que si je vous donne n'importe quel L entre -1 et 1, n'importe quel réel L, hein, n'importe qui, il va exister une sous-suite de cosinus n qui converge vers L. OK? Bon, c'est pas évident, hein. On se sert en fait du fait que pi est irrationnel, grosso modo. Mais bon. Mais voilà, donc il peut exister plusieurs sous-suites qui convergent, et ces sous-suites ne convergent pas forcément vers la même limite. D'accord? Autre chose, tant que j'y suis, hein, que je parle de ça, même si, alors attention, écoutez bien ce que je vais dire, attention, même si toutes les sous-suites qui convergent vers la même limite, ça ne veut pas dire que la suite UN converge, hein. Donc c'est pas exactement ce que j'ai dit là. La proposition précédente, c'est si toutes les sous-suites convergent et ont pour limite L, alors UN est pour limite L.
Par contre, si toutes les sous-suites qui convergent ont pour limite L, ça ne veut pas dire que UN converge. Parce que par exemple, donc, ce que je vais écrire là, ce n'est pas une suite qui est bornée, mais prenez par exemple UN, c'est 0 si n est pair, et n sinon. Alors ça, c'est pas une suite bornée, mais c'est une... Bon, allez, on va dire moins 1 puissance k. Non, c'est pas un bon exemple. Bon, UN égale 0 si n est pair et n sinon. Toutes les sous-suites qui convergent vers 0, mais cette suite n'est pas convergente, parce qu'il existe des sous-suites qui ne convergent pas, en fait. Ça, c'était plus une remarque par rapport à la proposition précédente. Si toutes les sous-suites convergent et en plus ont la même limite, alors c'est que UN converge. Par contre, si vous prenez une sous-suite et que si elle a une limite, alors cette limite c'est L, ça ne veut pas dire que la suite globale converge. Okay, parce qu'il existe des sous-suites qui ne convergent pas ici. Bon, ça, c'était plus par rapport à la proposition précédente. Est-ce que, avant qu'on passe à la suite, vous voulez que je revienne sur quelque chose? Non? Ah, attendez. Ah, ok. Bon. Donc, on va démontrer ce théorème. Ah, alors... Comment ça, où est-ce qu'on veut en venir? Les exemples que j'ai donnés, vous voulez dire? Oui, monsieur, parce que depuis tout à l'heure, on dit que des suites qui sont bornées, mais ça nous amène à quoi après? Ah, à quoi il sert ce théorème? Oui, voilà, parce que là, depuis tout à l'heure, on dit juste des suites qui sont bornées, mais on ne dit pas ce qu'on en déduit ou des choses comme ça. Ce qu'on en déduit, c'est qu'elles vont avoir une sous-suite qui converge. Et bah là, je ne peux pas vous donner des exemples, mais vous verrez dès le semestre prochain, c'est un théorème qui sert très souvent en analyse. Parce que ça vous permet de... Comment expliquer? Ça vous permet de partir d'une hypothèse qui est assez vague, la suite est bornée, à quelque chose de concret, à savoir la suite a une limite. Et du coup, vous pouvez commencer à parler de cette limite et à faire des raisonnements avec cette limite. Parce que, si vous vous rappelez, j'ai beaucoup insisté à plusieurs moments sur le fait que tant qu'on ne savait pas qu'une suite avait une limite, on ne pouvait pas commencer à faire des raisonnements sur les limites, des opérations, des machins. Oui. Là, vous commencez avec ce théorème, vous pouvez parler d'une limite, et donc vous pouvez commencer à faire des raisonnements là-dessus. Ok, d'accord, merci. Voilà. Voilà, là, ce serait trop abstrait si je commençais à donner des exemples d'applications, mais ça sert voilà, à pouvoir avoir une limite précise, un L, duquel on peut parler et sur lequel on peut faire des raisonnements. Ça peut aussi servir, par exemple, à faire des raisonnements par l'absurde. Montrer qu'une suite n'est pas bornée, vous pouvez commencer à dire: «Ah bah, si elle était bornée, elle aurait une sous-suite convergente et cette limite, elle devrait vérifier un truc bizarre qui est impossible». Du coup, c'est qu'elle n'est pas bornée, vous voyez? Bon, je pense le mieux, bon, c'est de démontrer, enfin,
là, pour le moment, acceptez-le comme il est. Et puis, à partir du semestre prochain, vous verrez plus d'applications. Je pense que vous le reverrez en tant que tel, comme ça. Alors, est-ce qu'avant qu'on passe à la preuve, il y a d'autres questions? Non? Bon, on va passer à la... Donc, on prend UN, une suite bornée. On va chercher une sous-suite de UN qui converge. Bon. Alors, nous, on a un outil à notre disposition pour montrer qu'une suite converge. C'est si on a une suite croissante majorée, elle converge. Et si on a une suite décroissante minorée, elle converge. Alors là, notre suite UN, c'est super. Elle est à la fois majorée et minorée. Comme elle est bornée, c'est ça la définition, c'est être à la fois majorée et minorée. Donc, si on arrive à trouver une sous-suite de UN qui est croissante ou qui est décroissante, alors on pourra trouver une sous-suite de UN qui converge. Parce que cette sous-suite de UN, toutes les valeurs de UN sont comprises entre, disons, M et grand M, donc toutes les valeurs de la sous-suite aussi. Donc cette sous-suite va être bornée, d'accord? Donc si elle est croissante et elle est majorée parce qu'elle est bornée, donc elle converge. Si elle est décroissante, elle est également minorée parce qu'elle est bornée, donc elle converge aussi. Donc il nous suffit de trouver une sous-suite de UN qui est croissante ou qui est décroissante. Si on trouve l'une ou l'autre, c'est bon, on a gagné parce que, comme je viens d'expliquer, cette sous-suite va être toujours bornée. Si on prend une sous-suite d'une suite bornée, ça reste borné. Et une suite croissante majorée converge et une suite décroissante minorée converge. Donc on a juste besoin de trouver une suite qui est croissante ou qui est décroissante. OK? Alors, est-ce que ça va? Ah, attendez, j'ai mal relancé le sondage. Est-ce que vous pouvez me dire si ça va? OK. Bon. N'hésitez pas à m'interrompre, hein. C'est une preuve qui est un peu difficile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à trouver une sous-suite de UN qui est soit croissante, soit décroissante. Bon, alors, pour expliquer un petit peu, on va avoir les deux cas possibles. Pour trouver une sous-suite qui est croissante, il faut imaginer, on a notre suite UN qui fait n'importe quoi, hein, qui peut monter, descendre, vous pensez au cosinus. Et pour trouver une sous-suite qui est croissante, il faudrait trouver un terme qui est là, ensuite un terme qui est au-dessus, puis un terme qui est encore au-dessus, puis un terme qui est encore au-dessus, etc. Et à chaque fois, monter. Alors que pour trouver une sous-suite qui est décroissante, c'est le contraire. Il faudrait
prendre un terme qui est ici, puis en trouver un qui est plus petit, puis un qui est encore plus petit, puis un qui est encore plus petit, etc. Donc, ce qu'on va regarder, c'est la chose suivante. Un rang n de la suite est appelé un pic, comme un pic de montagne, hein, si, pour tout m supérieur à n, um est strictement inférieur à un. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je suis arrivé à un rang de la suite tel que tout ce qui vient après est en dessous. Okay? Donc ça veut dire que je ne pourrais pas faire mon processus qui est là, de dire bah, je suis arrivé à un rang de la suite et je vais en chercher qui sont plus petits, ce qui servirait à trouver une suite décroissante. D'accord? Donc un pic, hein, je répète, c'est un rang de la suite tel que toutes les valeurs suivantes de la suite sont strictement en dessous de ce rang. Vous voyez, c'est comme un pic de montagne, on est arrivé en haut, et ensuite on fait que aller en dessous. On ne remonte jamais au-dessus du pic. OK? Est-ce que c'est clair, là, cette définition? Oui, c'est UM. Ouais, je vais écrire en plus gros parce qu'effectivement, c'est important de ne pas confondre. Donc, si pour tout m supérieur à n, um strictement inférieur à un. C'est-à-dire tous les rangs qui sont après sont strictement en dessous. Hein, on est arrivé à un pic, après on fait que descendre. On ne remonte jamais par-dessus le pic. D'accord? Bon. Bah, du coup, oui. Vous avez bien écrit pic, c'est ça? Oui, un pic, comme un pic de montagne. Ok, merci. C'est pas un terme standard. Hein. Là, c'est juste pour la démonstration, j'appelle ça comme ça. OK, bon. Bah, du coup, maintenant, on a deux cas. On a deux cas. Soit on a, donc, si on veut chercher une suite qui est décroissante. Non, pardon. Si on veut chercher une suite qui est croissante, bah, une fois qu'on est arrivé à un rang, il faut en trouver un qui est plus grand qui est après. Donc en gros, si on est arrivé à un pic, on ne pourra pas continuer notre suite croissante. Alors que si ce n'est pas un pic, ça veut dire qu'on pourra trouver un rang qui est après qui est plus grand. D'accord? Par exemple, imaginons celui-là, c'est un pic. Si j'essayais de le mettre dans une sous-suite croissante, je serais bloqué ici. Parce qu'à partir d'ici, eh ben, je ne peux plus remonter. Je ne fais que aller en dessous. Donc, tu ne peux pas faire partie d'une sous-suite croissante. Donc, quand il y a des pics, on ne peut pas commencer à faire des suites croissantes, on est bloqué. Donc, on va être obligé de faire des suites décroissantes. Donc, il y a deux cas. Soit les pics, il y en a tout le temps. Hein, dès qu'on est à un endroit, bah, on va finir par arriver à un pic et puis ensuite on va être bloqué si on veut faire une suite croissante. Soit les pics, ben, il y en a un certain nombre, fini, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de pics. Et dans ce cas-là, on va pouvoir faire notre truc et toujours remonter. Okay. Donc, soit il y a un nombre
fini de pic, soit il y en a une infinité. D'accord? Soit on va toujours finir par retomber sur un pic. Et dans ce cas-là, on va être coincé, on ne va pas pouvoir continuer à monter. Donc, dans ce cas-là, on va construire une suite plutôt décroissante. Parce que si on essaie de construire une croissante, on est bloqué au pic. Soit il n'y a qu'un nombre fini de pics. Bon, au bout d'un moment, on a dépassé tous les pics. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à monter. D'accord? Sans jamais redescendre. Ok? Est-ce que ça va un peu cette idée intuitive? Il faut m'arrêter. Hein. Si jamais il y a des trucs pas clairs, j'essaye de ne pas aller trop vite. Mais étant donné que je ne vois pas si vous avez l'air de comprendre ou si vous avez l'air complètement perdu, c'est un peu difficile. Monsieur, Ouais, s'il y a un nombre fini de pics, ça veut dire que quand on les a tous passés, ouais, on peut créer une suite croissante, mais ça ne ouais. dépassera jamais les pics d'avant. Ouais, mais du coup, les pics, on ne va pas les mettre dans la sous-suite. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Parce que la sous-suite, on peut la commencer où on veut. Et donc, on peut décider de la commencer après le dernier pic. De toute manière, je vais expliquer. Ne vous inquiétez pas, je vais faire tous les trucs. D'accord, merci. Alors, bon, donc on va faire les deux cas. Premier cas, il y a une infinité de pics. Comment est-ce qu'il peut y avoir une infinité de pics? Par exemple, prenez la suite un égale moins n. Bon, ce qui n'est pas une suite bornée, hein, donc on ne peut pas appliquer le théorème, bien sûr. Mais cette suite a une infinité de pics. En fait, tous les rangs sont des pics. Parce que si vous prenez la suite, là, comme ça, quand vous avez le rang n qui est là, vous êtes en moins n ici, et tous les termes de la suite sont strictement en dessous après. Ça fait que ça descend en dessous de moins n et ça remonte jamais au-dessus. D'accord? Ça, c'est un exemple de suite qui a une infinité de pics. Bon, bien sûr, elle n'est pas bornée. Pour trouver une suite bornée qui a une infinité de pics, vous pouvez par exemple prendre un égale 1 sur n. En fait, une suite décroissante, strictement, tous ces termes vont être des pics. Okay? Parce que par définition, une suite décroissante, on descend en dessous, on ne remonte jamais au-dessus. Après, il y a d'autres cas que les suites décroissantes où il y a une infinité de pics. Par exemple, vous pouvez imaginer une suite, je vais juste la dessiner, je ne vais pas lui donner une formule. Une suite comme ça. Donc on est là, tac. Ensuite, on descend, on remonte un coup, et puis on redescend, on remonte, on redescend, on remonte. Mais vous voyez, à chaque fois qu'on remonte, on remonte en dessous du pic précédent. Donc lui, ça va être un pic. Lui, c'est pas un pic parce qu'après on remonte. Lui, c'est un pic parce qu'après on est tout le temps en dessous. Lui, c'est pas un pic, mais lui, c'est un pic. Lui, c'est un pic, etc. Donc ça, c'est pas une suite décroissante, mais ça reste, une suite bornée qui a une infinité de pics. OK? Et là, vous voyez un peu comment on peut construire la sous-suite décroissante. En fait, on va regarder tous les pics. Hein, si on prend la suite constituée par les pics, ça fait que descendre. Parce que quand j'ai un pic, tous les termes qui sont après sont strictement en dessous. Donc si je regarde la suite, dans le premier terme, c'est le premier pic, le deuxième terme, c'est le deuxième pic, le troisième terme, c'est le troisième pic, etc. Tous les termes qui viennent après un rang n sont strictement en dessous les termes précédents. Parce que le terme précédent, c'est un pic, et donc, par définition du fait d'être un pic, les termes qui suivent sont en dessous.
Et donc, c'est comme ça qu'on va construire notre suite décroissante. Donc, pour n, un grand N, on pose phi de n, le nème pic. Enfin, le rang du nème pic plutôt. D'accord? Les pics, il y en a une infinité. Donc ça me définit bien. Une fonction phi de grand N en grand N, strictement croissante. Hein, vous avez le premier pic, il a un certain rang, le deuxième pic, c'est un certain rang, le troisième pic. Et comme il y en a une infinité, ça ne s'arrête jamais. Donc on peut bien définir phi de n pour tout n. On peut bloquer un moment. D'accord? Donc on a bien u phi de n. Et ce que je dis, c'est que, comme on voit sur le dessin, hein, cette sous-suite est strictement décroissante. En effet, pour n, un grand N, u phi de n est un pic, et phi de n plus 1 est strictement supérieur à phi de n. Donc je peux appliquer la définition de pic. J'ai phi de n plus 1 strictement supérieur à phi de n, donc u phi de n plus 1 est strictement inférieur à u phi de n. D'accord? Phi de n, c'est un pic, hein, c'est un truc clair comme ça, rouge. Donc tous les termes qui sont après sont strictement en dessous. Donc en particulier, le pic suivant est strictement en dessous. Donc la sous-suite u phi de n est bien strictement décroissante. La suite constituée des pics. Cette suite est de plus minorée. D'accord? Parce que la suite UN est minorée. Donc, elle converge. D'accord? Donc, on a bien trouvé une sous-suite convergente. Voilà. Alors, est-ce que ça va ce premier cas? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des questions sur le premier cas? Alors, on demande où est-ce qu'on a utilisé le fait qu'il y a une infinité de pics. C'est à cet endroit-là, en fait. C'est quand on veut définir la fonction phi. En fait, s'il n'y avait qu'un nombre de pics, au bout d'un moment, on serait bloqué. Vous voyez? Si, imaginons il y avait 10 pics, on pourrait définir le premier pic, le deuxième pic, le troisième pic, jusqu'au 10e pic. Mais après, on ne peut pas définir phi de 11, par exemple. Alors que là, comme les pics, il y en a une infinité,
On peut bien les numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et jamais s'arrêter. Parce que je vous rappelle, là, sous-suite, il faut prendre une fonction phi strictement croissante. Donc, on ne peut pas s'arrêter en un certain rang et puis après, ne pas continuer. Il faut la définir pour tous les entiers. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce théorème? Pardon, sur juste le premier cas. Il y a encore le deuxième cas où il n'y a qu'un nombre fini pic. Non, ça va? OK. Donc, passons au deuxième cas. Il y a un nombre fini. Bon. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, on a fini par dépasser tous les pics. OK. Donc, si je fais encore un dessin, vous avez votre 8, elle fait n'importe quoi. Éventuellement, elle peut avoir des pics au début. Mais après, au bout d'un certain temps, on a dépassé le dernier pic. Donc, tous les pics sont là. Ça ne veut pas dire que tous les premiers termes de la suite sont des pics. Ça peut faire un truc comme ça, descendre, remonter. Mais tous les pics sont avant un certain rang, vu qu'il y en a qu'un nombre fini. Et à partir de ce moment-là, tous les termes de la suite ne sont pas des pics. Donc ça veut dire que la suite peut descendre en dessous, mais elle va toujours finir par remonter au-dessus. Parce que ça, ce n'est pas un pic, donc on finit toujours par remonter au-dessus. Ensuite, le terme suivant, ça peut descendre, faire n'importe quoi. Mais comme lui n'est pas un pic, ça va finir par remonter. Donc on va prendre ce terme, ce terme, ce terme. Et à chaque fois qu'on va prendre un terme, comme on a dépassé tous les pics, ce n'est pas un pic, celui-là. Et donc on finit par remonter par-dessus. Et donc, on va finir par construire une suite qui fait que monter. Les termes bleus, là, ils font que monter. Et ça va être notre suite croissante. Monsieur, Oui? les termes bleus, ils peuvent être au-dessus des pics d'avant? Non, non, ils peuvent pas. Là, mon dessin n'est pas, Ok. est pas bien, mais... Ok. Ouais, bon. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Donc, tous les pics sont par là. Donc, imaginons, ces deux-là, c'est des pics. Donc après, effectivement, on peut être que en dessous des pics d'avant, mais c'est pas grave. On va toujours remonter par rapport au terme bleu. Et donc, c'est comme ça qu'on va construire une sous-suite croissante. Donc, soit phi de 0, un rang supérieur à tous les pics. OK? Il n'y en a qu'un nombre fini. Donc, on peut trouver un rang qui est supérieur au dernier pic. OK? Un sous-ensemble de n qui est majoré à un maximum. Donc, je prends un nombre qui est plus grand que ce maximum. OK? Donc ça, c'est le premier rang de la sous-suite qu'on va construire. Alors, comme U phi de 0 n'est pas un pic, il existe un rang que je vais noter phi de 1, strictement supérieur à phi de 0, tel que U phi de 1 est supérieur ou égal à U phi de 0. OK? Ça, c'est la négation de la définition d'être un pic. Bon, mais ce rang-là,
bah, il est plus grand que phi de 0, qui lui-même est après tous les pics. Donc phi de 1, il n'est pas non plus un pic. Phi de 1 n'est pas non plus un pic. Donc, il existe un rang phi de 2 tel que U phi de 2 est supérieur ou égal, donc phi de 2 strictement supérieur à phi de 1, pardon, et tel que U phi de 2 est supérieur ou égal à U phi de 1. Parce que comme phi de 1 n'est pas un pic, au bout d'un moment, on finit par remonter au-dessus de phi de 1. Bon, on continue. Donc formellement, il faudrait faire une récurrence. Et on construit une fonction phi de grand N dans grand N, telle que bah, déjà phi est strictement croissante. D'accord. Et pour tout n, u phi de n plus 1 est supérieur ou égal à u phi de n. D'accord. À chaque fois, on se sert du fait qu'on n'a pas un pic, donc on finit par remonter au-dessus. Tu n'as pas un pic, on finit par remonter au-dessus. Tu n'as non plus, donc on finit par remonter. Et donc, avec ça, on a bien une sous-suite u phi de n qui est croissante. Or, elle est majorée. Car un l'est. Donc, elle converge. Et voilà. Et là, on a fini. Hein, dans chacun des deux cas, on a réussi à construire une sous-suite qui converge. Quelqu'un me demande en privé, il y a quoi qui n'est pas bon dans le graphique? Bah, je ne sais pas, non, il est bon le graphique. Tout à l'heure, ce qui n'était pas bon, mais c'était tout à l'heure, hein, maintenant c'est bon, c'est que j'avais dessiné les trucs bleus là, supérieurs aux pics qui étaient avant. Mais là, du coup, j'ai changé, je les ai remontés, les autres pics. Okay. Donc, si on récapitule, dans chacun des deux cas, on a réussi à construire une sous-suite convergente. Donc, dans tous les cas, il existe une sous-suite convergente. Monsieur? Oui. J'ai pas compris le truc du U phi de 0 n'est pas un pic. Ouais. Alors que phi de 0, on avait dit que c'était supérieur à tous les pics avant. Enfin, j'ai pas compris. Oui, justement. Tous les pics sont avant phi de 0. Donc, phi de 0 lui-même n'est pas un pic, vu qu'il est après tous les pics. D'accord? Les pics, on les a tous, il y en a un nombre fini. Okay. Imaginons les pics, c'est les rangs 2, 5, 7 et 8. Okay? Et après, il n'y en a plus. Mais ici, c'est 0. Pardon? Ici, on a dit que c'était 0. Non, non, non. C'est phi de 0. Phi de 0 qui est un entier. Ouais. Qui n'est pas forcément 0. Ok, je vais comprendre. D'accord? Donc, je peux faire un petit exemple à l'oral. Bon, je vais dire des chiffres au hasard. Hein, mais imaginons les pics, c'est 2, 5, 18 et 35. N'importe quoi. Bon, bah, je dis que du coup, U36 n'est pas un pic. Donc, il va exister un rang supérieur à 36 qui est tel que U de ce rang est supérieur à U de 36. Imaginons c'est 75. Et puis ensuite, U de 75, ce n'est pas un pic, donc il va exister un rang, je ne sais pas, U135, qui est remonté au-dessus de U de 75, etc.
Et avec ça, on va finir par construire une sous-suite qui va être croissante. OK? Ok, merci. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que ces deux cas, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Bon, c'est une démonstration qui est compliquée, hein. Il faut pas... Enfin, de toute manière, je pense que vous êtes rendu compte, hein. Donc, il faudra la reprendre un peu chez vous pour bien comprendre tout ça, je pense. Mais est-ce que là, pour le moment, il y a des trucs pas très clairs? Ok. Vous avez ces deux cas. Dans un cas, on construit une suite décroissante. Dans l'autre cas, on construit une suite croissante. Alors, bien sûr, hein, vous voyez avec la démonstration, bon, on a construit, entre guillemets, on a montré qu'elle existe, mais je ne peux pas vous la donner comme ça. Si vous me donnez une suite, je ne saurais pas forcément vous donner explicitement la sous-suite. Par exemple, vous me donnez la suite cosinus n, bah, je vais avoir du mal à vous construire une sous-suite décroissante, ou croissante. Là, on a montré qu'elle existe. Concrètement, cette suite-là n'a pas de pic du tout. Donc, on va prendre le premier terme, et puis du coup, il va exister un rang supérieur qui est inférieur, etc. Mais je ne peux pas vous dire explicitement, bah, après cosinus de 10, il y a cosinus de 36 qui est supérieur. Il faudrait faire des... Enfin, je pourrais le faire rang par rang, mais je ne peux pas donner une formule pour la sous-suite. Okay. Bon, et puis la deuxième chose, c'est que la limite, on n'a aucune idée de ce qu'elle va valoir. Parce que la limite, on l'obtient comment? On l'obtient par le théorème sur les suites monotones, là. Théorème qui vous dit que si on a une suite croissante majorée ou décroissante minorée, elle converge. Et ce théorème, si vous vous rappelez, la démonstration, c'était comment? C'était avec le théorème de la borne supérieure ou de la borne inférieure. Okay, on prenait l'ensemble des valeurs de la suite, on disait bah, ça c'est une borne sup, et on avait démontré que la limite c'était cette borne sup, ou dans le cas décroissant que c'était la borne inf. Bon, mais ce théorème de la borne supérieure ou de la borne inférieure, on n'a aucune idée de ce que vaut la borne supérieure ou inférieure. Hein, le théorème nous dit juste qu'elle existe. Et il faut encore vous dire que, bah oui, si on a un intervalle ou un truc comme ça, c'est facile de calculer une borne sup ou une borne inf. Mais si c'est un ensemble très bizarre, très compliqué, voilà, calculer sa borne sup, ça n'a rien d'évident. Donc ce théorème nous dit juste que la limite existe, ça ne nous dit pas grand-chose sur sa valeur. Au mieux, tout ce qu'on saura, c'est que bah, notre suite, elle est bornée entre deux valeurs. La limite sera bornée entre ces deux valeurs, en utilisant le théorème sur les comparaisons. Mais on ne saura pas dire mieux que ça. Par exemple, pour le cosinus, on sait que toutes les sous-suites qui convergent ont une limite entre -1 et 1. Mais on ne pourra pas dire mieux que ça. Monsieur, Ouais, pour une suite comme -1 puissance n, oui. il n'y a pas, y a pas de pic. Ouais, il n'y a pas de pic, effectivement. Donc, on est dans le deuxième cas. Il y a un nombre fini de pics, il y en a 0. Okay. Donc, pour le rang phi de 0, il faut en prendre un qui est après tous les pics. Bah, là, il n'y en a pas, donc on peut prendre ce qu'on veut. Okay. Merci. Bon, là, il reste que 3 minutes avant la fin, donc je pense qu'on n'a pas le temps de commencer un exercice ou quoi que ce soit. Et puis là, on arrive au bout de la section. Donc, bah, relisez tout ce qu'on vient de faire là et dites-moi si vous avez des questions. Sinon, bon, vu que je déborde à chaque fois, on peut se dire que pour une fois, on va finir un peu plus tôt, hein.
C'est bon. Donc, je répète, hein, ces deux propositions-là qu'on vient de voir, vous voyez, on a mis 2 heures à les démontrer. Bon, la première, il faut bien la connaître. La deuxième, on a décidé que cette année, bon, on ne vous demanderait pas de savoir refaire les démonstrations vous-même. Et encore une fois, votre objectif dans la vie, ce n'est pas juste de valider votre premier semestre de L1. Hein. J'imagine que vous avez des ambitions un peu plus grandes que ça. Donc, il faudra un jour que vous sachiez le redémontrer. Hein, par contre, l'énoncé du théorème, il faut le connaître. Hein. Si vous avez une suite bornée, vous savez qu'il va exister une sous-suite convergente. Et donc, mais rappelez-vous, hein, cette suite bornée, ça peut vraiment être n'importe quoi. Pas croire que c'est un théorème facile. Bon, alors, là, il va être l'heure. Est-ce qu'il y a des questions ou bien on s'arrête là? Non, pas de questions? Bon, bah, dans ce cas-là, je vous dis à tout à l'heure.